Quand on a mal au dos, un problème super commun, comment est-ce qu'on décide quel traitement choisir? C'est une grosse décision, hein? Eh bien, il y a une étude vraiment fascinante que regardez ça de plus près. Et je vous le dis tout de suite, les résultats sont assez surprenants. OK, pour bien comprendre, on va commencer avec quelque chose de bien plus simple. Pensez à comment on choisit son café le matin. Ça a l'air de rien, n'est-ce pas? Mais en fait, si on y pense 2 secondes, le processus dans notre tête est pas mal plus complexe qu'on le croit. On ne dit pas juste «je veux un café». Non. Inconsciemment, on pèse le pour et le contre de plein de choses. On appelle ça des attributs. C'est quoi? L'intensité. Est-ce qu'on le veut fort ou doux? Le type de lait, avoine, entier. Et bien sûr, le prix. On fait tout le temps des compromis, genre le café A goûte peut-être meilleur, mais le café B est moins cher, alors on hésite. C'est exactement ce mécanisme-là qu'on va décortiquer. Bon, là on se dit, c'est bien beau le café, mais comment on passe de ça à une décision médicale qui est beaucoup plus sérieuse? Eh bien, les chercheurs ont une méthode scientifique pour étudier ça. Ça s'appelle la méthode des choix discrets. En gros, pour faire simple, c'est la même idée que notre histoire de café, mais appliquée à des choix de santé. On donne aux gens des scénarios, des choix imaginaires, et chaque option a ses propres caractéristiques. Le but, c'est de voir ce qui pèse le plus dans la balance quand vient le temps de prendre une décision. Le processus est assez simple en fait. Ça se fait en 3 grosses étapes. D'abord, on identifie les facteurs importants d'un traitement, comme le coût ou l'efficacité. Ensuite, on crée des scénarios où les gens doivent choisir entre différentes options. Et finalement, avec des statistiques, on analyse les réponses pour voir ce qui influence vraiment leur choix. OK, maintenant qu'on a compris la méthode, on revient à notre sujet principal, le mal de dos. Allons voir comment cette méthode a été utilisée concrètement pour comprendre les préférences des patients. Alors, les chercheurs ont recruté près de 700 Australiens qui avaient eu mal au dos récemment. On leur a demandé de s'imaginer avec une douleur, disons, modérée. Et là, on leur a présenté une série de 12 choix. À chaque fois, ils avaient le choix entre 2 thérapies ou l'option de ne rien faire du tout. Regardez, voici un exemple de choix qu'on leur donnait. C'est très concret. On a le traitement A, un programme d'exercice, super efficace, mais ça coûte 200 $ par mois pendant 12 semaines. Ouch! Ensuite, le traitement B, des conseils d'un pro, un peu moins efficace, mais c'est gratuit et ça dure juste 1 semaine. Et bien sûr, il y a toujours la 3e option, on ne fait rien. Alors face à ça, qu'est-ce qu'on choisit? C'est pas si simple. Et donc, pour vraiment comprendre ce qui comptait, les chercheurs ont joué avec 6 facteurs différents. On parle ici du type de traitement. Est-ce que c'est des exercices, des conseils, etc., mais aussi de son efficacité, combien de temps ça prend avant de voir une amélioration, les coûts à payer chaque mois, le risque d'effets secondaires et la durée totale du traitement. Et c'est là que ça devient vraiment, vraiment intéressant. Les résultats y ont montré une tendance tellement forte que ça ressemble presque à un biais psychologique. Et ça a surpris tout le monde, même les chercheurs. Tenez-vous bien, les participants étaient 17 fois, oui, 17 fois plus portés à choisir n'importe quel traitement plutôt que de ne rien faire. C'est énorme. Ça montre une préférence vraiment, vraiment forte pour l'action, pour faire quelque chose. Mais le plus fou, c'est que ce besoin d'agir était là même si le traitement était, en gros, inutile. C'est-à-dire qu'il n'offrait aucun bénéfice de plus que si on laissait simplement le temps faire son œuvre. Pensez-y. Les gens étaient prêts à choisir un traitement avec 0% d'efficacité en plus, juste pour avoir l'impression de faire quelque chose. Et ce désir d'agir, on peut même lui mettre un prix. L'étude a calculé que les gens étaient prêts à payer jusqu'à 355 $ par mois juste pour avoir un traitement au lieu de rien. Et ça, même si ce traitement avait un bénéfice minime. C'est incroyable. OK, mais alors, une fois qu'on a décidé de faire quelque chose, comment on choisit quel traitement? Ah, là, la logique revient un peu. Ce qui importait vraiment pour choisir entre le traitement A et B, c'était l'efficacité, le coût, la durée et les effets secondaires. Et ce qui est super intéressant, c'est que le type de traitement en tant que tel, que ce soit des exercices ou des conseils, ça ne semblait pas être un facteur décisif. Bon, qu'est-ce qu'on fait avec toute cette information? Parce qu'au-delà de la psychologie, ces résultats ont des conséquences bien réelles pour les cliniciens et pour la façon dont on offre les soins de santé. Premièrement, ça montre à quel point c'est crucial que les cliniciens discutent de tous les aspects d'un traitement avec leurs patients, pas juste les bons côtés. Il faut parler du coût, de la durée, de tout. Deuxièmement, cet immense désir de faire quelque chose peut mener à du surtraitement, c'est-à-dire à des soins qui n'apportent pas vraiment de valeur. Et enfin, si on comprend mieux ce qui est important pour une personne, on peut l'aider à choisir un traitement qui lui convient vraiment et auquel elle va adhérer. Finalement, toute cette analyse nous amène à une question assez fondamentale, surtout quand on parle de maux d'eau qui s'améliorent souvent tout seul avec le temps. Est-ce que le réflexe qu'on a tous d'agir, de faire quelque chose à tout prix, est toujours la meilleure approche? Ou est-ce que parfois, l'option la plus sage, c'est simplement d'attendre? La réponse, comme on peut s'en douter, est loin d'être simple et ça donne à réfléchir.